Mesdames et messieurs, bienvenue au jury du dimanche du 15 février, qui a le plaisir de recevoir un fils du continent, un fils du Sénégal, pour débattre avec lui justement des questions d'actualité liées sans doute aux migrations, aux droits des populations, mais en même temps aussi aux droits des enfants de façon générale. Cet invité, je vais vous le présenter tout à l'heure, mais il a une large vue des questions et des problématiques africaines pour avoir, entre guillemets, bourlingué à travers le continent par ses propres aptitudes et par sa propre connaissance donc, du continent. Eh bien, en l'occurrence, c'est M. Ibrahima Kane. Ibrahima, bonjour. Bonjour Mamadou et merci de m'avoir invité à votre programme. Ibrahima est un habitué des médias sur l'ensemble du continent. Le Sénégal aussi, peut-être bon, pour certains qui sont habitués également des rendez-vous, le connaissent ou du moins peuvent découvrir son visage. Mais c'est un expert sénégalais, je dirais peut-être maintenant un expert africain, des questions liées aux migrations. Vous savez que le continent africain est un continent où peut-être les populations migrent en temps constant et en temps permanent. C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas un continent où peut-être les populations migrent aussi grandement que le continent africain. Ibrahima donc est spécialiste de ces questions-là. Il est diplômé donc de l'université de Caen. Il a eu son doctorat dans cette université française. Et depuis son retour maintenant, il a servi dans différentes organisations internationales, notamment l'UNICEF, je crois. Non, Open Society. Open Society, c'est sa dernière fonction. Mais en même temps aussi, il a travaillé pour le compte d'organisations d'intégration en Afrique. Et il s'est beaucoup illustré également dans les pays africains, notamment anglophones, où Ibrahima a séjourné pendant longtemps. Et moi-même, en tant que reporter international, dans un certain sens, c'est là-bas où je l'ai croisé pour la première fois à Addis Abeba et ensuite au Kenya. Donc il connaît bien donc, toutes ces zones-là où effectivement il se passe des choses que nous, Africains de l'Ouest, comprenons moins bien, simplement parce que nous n'avons pas une relation directe avec justement cette région assez chaude du continent africain. Mais Ibrahima va aussi nous l'expliquer. Et en même temps aussi, Ibrahima, il y a une question assez délicate qu'il va falloir peut-être régler par votre connaissance intime, c'est les instabilités assez chroniques dans un certain nombre de régions, notamment la RDC, l'Est de la RDC, touchant peut-être aussi le Rwanda et se rapprochant un peu du Burundi, voir également peut-être pourquoi en Ouganda, il y a tout le temps une instabilité quand il y a renouvellement donc, du personnel politique. Un vieux dinosaure est toujours sur place. On ne comprend pas pourquoi peut-être jusqu'à présent, lui aussi, il veuille toujours rester sur place. Donc, tous ces charivaris où il y a voilà, des micmacs d'un certain nombre, d'une certaine classe politique qui cherche justement à se cambrer au pouvoir, eh bien, Ibrahima a la lucidité politique de nous démêler un peu les chevaux pour nous aider à mieux comprendre un peu les logiques qui s'enchaînent, tant en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique de l'Est, ou peut-être même en Afrique centrale. Donc, Ibrahima, en un premier temps, peut-être c'est par une question d'actualité que je vais essayer d'ouvrir l'entretien avec vous. En ce moment même s'ouvre à Addis Abeba le 39e sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Et une des questions centrales qu'ils vont aborder, c'est peut-être la candidature donc, de l'Afrique au poste de secrétaire général. Il semble se dégager peut-être une idée, peut-être même une voie pour le choix d'un profil, mais le consensus n'est pas encore enclenché parce qu'il y a des préalables. À ce stade précis, est-ce que cette façon de procéder des chefs d'État est une façon dans laquelle vous vous retrouvez en tant qu'expert? Merci Mamadou pour la question. Juste une toute petite correction sur la présentation. À l'université de Caen, je n'ai pas fait de doctorat, mais j'ai fait des études approfondies en droit. Donc, oui. Juste pour une Tout à correction. fait, c'est important. Alors, votre question concernant le sommet de l'Union africaine est une question intéressante parce que même ici dans les médias, on agite beaucoup la candidature du président Macky Sall comme pouvant être le prochain secrétaire général des Nations Unies. Vous savez que Macky Sall, quand il a été président en exercice de l'Union africaine, oui, il a été. quand il était président au Sénégal, il avait fait montre de beaucoup d'activisme. Il avait vraiment, surtout à l'époque où il y a eu la crise ukrainienne,
il avait mobilisé l'Afrique, il s'était vraiment... Il s'est même déplacé, il est allé voir Poutine oui, il est allé voir... qu'on libère un peu le port de Brest, Voilà. le port pour libérer un peu peut-être le blé. Le blé, mais ce n'est pas seulement sur ça. Dans les relations avec l'Union européenne, il était président quand on préparait une rencontre entre l'Afrique et l'Europe. Et jusqu'au dernier jour, on n'avait même pas pu obtenir un agenda, tellement il avait pesé pour défendre les intérêts de l'Afrique. On peut multiplier les exemples. Donc c'est quelqu'un qui a fait montre d'une capacité, non seulement de mobilisation, mais d'une capacité aussi de pouvoir vraiment démêler, tu vois, un certain nombre de problèmes et de faire en sorte que les intérêts des uns et des autres soient préservés. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il n'y a pas de difficulté à dire que c'est quelqu'un qui connaît bien les relations internationales et qui peut éventuellement, à ce niveau-là, à cette station-là, jouer un rôle important, d'autant plus que ça fait très longtemps que l'Afrique n'a pas eu de représentants. Il n'y a eu que 2 représentants de l'Afrique aux Nations Unies, Boutros Ghali et Kofi Annan. Mais bon, le problème est que au niveau de l'Union africaine, il y a toute une démarche pour avoir une position commune sur ces questions de candidature. Alors, c'est laquelle? Il existe un comité des candidatures. Oui. Souvent, les candidatures sont présentées par les États. Et c'est là où c'est entériné. Voilà, non, c'est présenté par les États, examiné par l'ensemble des membres du comité. Et c'est ce comité-là qui fait des propositions à la conférence des chefs d'État. Et la conférence des chefs d'État vote pour que l'Afrique vote pour les personnes pour lesquelles l'Afrique va voter dans les instances internationales. Je pense que le dernier exemple que je peux vous donner, c'était lors du vote concernant le choix du responsable de l'Organisation mondiale de la santé. Il y avait une candidature éthiopienne et toute l'Afrique s'était mobilisée pour que cette candidature-là puisse être acceptée par le reste du monde, et ça a été le cas. Mais dans le cas que vous mentionnez, il y a quand même un certain nombre d'obstacles. Macky Sall, c'était l'ancien président du Sénégal. Macky Sall, c'était celui qui avait tout fait pour que ceux qui gèrent aujourd'hui les destinées des Sénégalais n'arrivent pas au pouvoir. Donc, je vois difficilement ces mêmes personnes aller au plan international défendre la candidature de Macky Sall. Vous avez même vu qu'au sein d'une coalition, un des membres de la coalition qui a voulu qui a manifesté son soutien, il a fait l'objet d'un certain nombre de Autrement dit, à ce stade, le Sénégal, pour rester cohérent, ne soutiendra pas la candidature. Je ne vois pas vraiment, sauf extraordinaire, le Sénégal soutenir la candidature. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, je pense qu'il est aussi important de mentionner un fait. C'est vrai qu'en termes diplomatiques, Macky Sall a eu quelqu'un qui a des bagages pour agir au nom de l'Afrique et au nom du reste du monde. Mais sous sa présidence, Macky Sall a quand même posé des actes qui ne sont pas de nature à plaider sa cause. Voilà, à plaider sa cause. Il a embastillé des gens en foulant aux pieds un certain nombre de règles élémentaires de droit. Il a interdit des partis politiques parce que simplement ces partis politiques l'empêchaient de mener une politique. Et donc, ces actes-là, ces postures qu'il a eues sous sa présidence ne sont pas de nature à pouvoir quand même plaider pour lui, en tant que... Parce que le secrétaire général des Nations Unies doit être quelqu'un qui doit être irréprochable. D'accord. Oui, Ibrahim, un petit moment. Oui, mais est-ce qu'à un moment donné, quand même, il ne faut pas faire preuve de réalisme? Que gagne le Sénégal en soutenant la candidature? Mais que perd également le Sénégal en ne soutenant pas la candidature? Surtout quand même face à des pairs du Sénégal, c'est-à-dire les autres chefs d'État, qui veulent aujourd'hui faire consensus autour d'une candidature. Je ne dis pas lequel des candidats est le plus plausible, mais au moins quand même le consensus semble se dégager que l'Afrique doit présenter un candidat. Et il se susurre dans les couloirs qu'il y en a un. Et vous l'avez nommé, c'est probablement Macky Sall. Mais maintenant, il y a une délicatesse intérieure qui diffère un peu de la délicatesse au plan international qui est en train de s'aplanir. Est-ce que peut-être maintenant, à ce stade-là, les nouveaux gouvernants du Sénégal ne peuvent pas faire preuve de réalisme pour dire
nous pouvons tirer bénéfice de la candidature de Macky Sall en gommant un peu les aspérités, peut-être bon, des contradictions qui sont internes au Sénégal? Alors, je Bon, on pense est dans la que vous spéculation. avez posé beaucoup de questions, Tout à fait, mais revenons aux choses normales. Parce que si, dans une situation normale, c'est un pays qui présente une candidature. Dans une situation normale, la personne qui est pressentie, elle-même, évoque cette possibilité. Ok. Dans le cas présent, Macky Sall n'a jamais dit qu'il était candidat. Il ne l'a pas soumis aux autorités sénégalaises. Non, il ne l'a pas dit ouvertement. Ce sont les journaux, ce sont certainement certains chefs d'État qui voient en lui un candidat potentiel. Et en plus, le Sénégal ne s'est jamais prononcé là-dessus. Je sais que dans les journaux sénégalais de ces 2 dernières semaines, il y a eu beaucoup d'oppositions qu'on a Exprimé. vues. Et puis, il y a même des organisations de la société civile qui se sont prononcées sur la question. C'est-à-dire, ni l'État, ni la personne elle-même qui semble être pressentie ne se sont prononcés sur cette question. On va même voir au sommet si, effectivement, le sommet va évoquer la question. Parce que jusqu'au moment où je vous parle, les ministres des Affaires étrangères se sont rencontrés, ont discuté, ont pris un certain nombre de décisions, mais ça n'a pas fait partie des questions discutées. Peut-être qu'on laisse le privilège au président de la République de le faire. Mais je pense que dans tous les cas, les autorités sénégalaises vont peser si la candidature est proposée et vont se déterminer. Et après tout, bon, si les autorités sénégalaises acceptent l'idée, tant mieux. Si les Sénégalais, les autorités sénégalaises refusent l'idée, on comprendra aussi pourquoi elles refusent. Mais je voulais juste terminer cette partie de la conversation en disant que c'est même surprenant que cette question de la candidature de Macky Sall vienne. Parce que les 3 dernières années, l'idée s'était propagée à travers le monde que pour la première fois, on avait besoin d'une candidature féminine. Que le monde avait besoin pour une fois qu'à la tête des Nations Unies, qu'il y ait une femme pour diriger l'organisation internationale et qu'on verrait peut-être la différence entre la manière de gérer des femmes et la manière de gérer des hommes. Donc c'est un peu ce qui explique tout ce tintamarre autour de Roselyne, de Madame Michelet. Voilà, il y avait Madame Michelet. Même en Afrique, on avait pensé aussi à Amina Mohamed, qui est sous-secrétaire actuellement, sous-secrétaire général des Nations Unies. Donc, c'est là où se situait le débat. Et il y avait beaucoup d'activisme autour de cette question du secrétariat général pour une femme. Subitement, on vient à Macky Sall et subitement, les choses semblent changer. Et puis, un dernier point à souligner, c'est qu'il y avait une pratique qui s'était développée ces dernières années de succession des régions au secrétariat général. Vous vous rappelez, après toutes les régions, il y a eu Ban Ki-moon, il y a eu, d'abord, avant Ban Ki-moon, il y avait eu un ressortissant de l'Amérique latine, il y a eu un ressortissant de l'Afrique, ensuite il y a eu les noms défilent dans ma tête, de l'Europe. Alors, on va voir si tout ce que nous disons là est vrai ou faux. Bon, l'élection a lieu au mois de janvier. Très bien. Et donc il y a en ce moment effectivement l'ouverture de cette 39e session des chefs d'État d'ici demain. Mais si on reste en Éthiopie, on voit que le pays de Haïlé Sélassié est un peu confronté à une certaine instabilité avec peut-être le réveil justement du démon dans le Tigré. Ça présente quoi selon vous? Mais la réalité éthiopienne est une réalité africaine. Oui. L'Afrique est dans l'instabilité presque dans toutes les régions. Je n'ai pas besoin de vous présenter notre sous-région, le Sahel. On va y arriver. Mais si vous partez en Afrique centrale, le plus grand pays africain aujourd'hui, la RDC, mais est pratiquement attaqué de toutes parts. Ensuite, un pays voisin de la RDC, la République centrafricaine, est aussi confronté à une crise depuis très longtemps. Le Tchad, depuis 1963, ce que les gens ne comprennent pas, le Tchad est dans une situation de guerre civile.
depuis 1963. Donc c'est plus de 63 ans d'existence d'un pays. Le pays a été toujours dans l'instabilité. Mais quand même, l'Éthiopie est assez singulière de ce point de vue-là, parce que quand même c'est la capitale de l'Union africaine. Oui. Elle devrait symboliser peut-être au moins toutes les stabilités possibles et imaginables pour quand même servir d'exemple à une Afrique justement qui veut s'unir mais qui ne va pas de bois. Mais en Éthiopie, la difficulté est que la solution que le président Meles Zenawi, c'est un État fédéral en plus, voilà, avait proposé à son arrivée au pouvoir, où il avait quand même défait un régime dictatorial, c'était de proposer un État fédéral avec des États fédérés ethniques. Carrément. Carrément oui. ethnique. Chaque État est représentatif d'une ethnie. Le Tigré, c'est les Tigréens. L'État d'Oromo, c'est les Oromés. Les Oromos. Les Amhara, l'Ogaden, c'était les Somalis et autres. Ce système-là, aujourd'hui, a montré ses limites. Totalement montré ses limites. Et aujourd'hui, l'instabilité que connaît le pays a atteint des niveaux jamais égalés par le passé. Vous voyez, actuellement, vous allez à 100 km en dehors d'Addis, mais vous êtes en difficulté, vous ne pouvez pas circuler. Tellement les gens se sont armés, des groupes, des milices ont été créés, et des milices qui se battent entre elles. Il y a même, par exemple, pour te montrer à quel point la situation est précaire, dans l'Amhara et les Tigrés, il y a une partie que les Tigréens réclament. Ils revendiquent ça. Revendiquent. Comme étant que les Amhara refusent. Donc, en dehors des problèmes que les Amhara ont avec l'État central, les Amhara ont des problèmes avec les Tigréens, et les Tigréens ont aussi des problèmes avec l'État central. Donc, vous voyez que c'est un pays qui est pratiquement instable. C'est le pays qui abrite le siège de l'Union africaine, mais c'est aussi le pays qui a la deuxième population africaine après le Nigeria. Donc, vous voyez, et ça, pour moi, ça reflète la situation de l'Afrique. Et en même temps, c'est aussi un pays qui fait des efforts énormes pour se développer. La compagnie éthiopienne est l'une des meilleures au monde, mais aussi dans l'agenda chinois, l'Éthiopie est un pion central dans le développement de la route de la soie que les Chinois sont en train de... Alors maintenant, si on regarde un peu la carte, peut-être même en la mémorisant, la carte, on voit peut-être la RDC d'un côté, vous l'avez évoqué tout à l'heure, où il y a effectivement une instabilité presque chronique. Le Rwanda à côté, le Burundi, la Tanzanie dans une moindre mesure, mais l'Ouganda, où peut-être un chef d'État également est en poste depuis plus de 40 ans. On fait peut-être un slalom, on s'aperçoit effectivement aussi que d'autres régions du continent africain, notamment si on remonte vers le Tchad, le pays abritait également le lac le plus grand, l'un des plus grands du continent, mais qui se réduit maintenant à son 10e de sa superficie initiale. C'est-à-dire donc, le lac Tchad s'est rétréci comme peau de chagrin, mettant sur les routes maintenant toute une série de populations qui cherchent justement des cieux cléments, où on ne sait pas. Et en même temps arrive du Soudan maintenant, qui est complètement déstabilisé, énormément de populations qui cherchent justement le sauf qu'ils peuvent vers le Tchad. On a comme l'impression peut-être que les migrations africaines, c'est des migrations qui se cherchent des voies et qui ne les trouvent pas. Mais vous avez vraiment décrit exactement le tableau des migrations africaines. Toutes les situations que vous avez évoquées expliquent aujourd'hui pourquoi une 50aine de millions d'Africains circulent. Bon, il faut quand même y ajouter à ce que tu as dit, qui est crise politique, crise climatique et autres, qu'il y a quand même aussi le souci d'aller chercher de l'emploi. Parce que la migration, c'est toujours aller chercher un bien-être. C'est toujours aller explorer un ailleurs qu'on n'a pas. Or, en Afrique, on a toutes ces situations-là. Les guerres jouent un rôle important parce que sur les 50 millions d'Africains qui voyagent un peu partout, au moins on a une dizaine qui sont des migrants, qui sont des demandeurs d'asile, qui sont des réfugiés et autres. Le reste, les 40 autres, font partie de ceux qui sont obligés de se déplacer pour d'autres raisons. En réalité, la migration, si on l'examine de façon profonde, ça fait partie de l'ADN de l'Africain. D'accord. Les Africains ont toujours voyagé et le monde, l'humain, a toujours été
quelqu'un qui bouge. Bon, en Afrique, peut-être plus qu'ailleurs, on a différentes raisons de voyager. Je vous donne un exemple qui vous indiquera pourquoi aujourd'hui les Africains sont sur les routes. Ces chiffres-là sont de la Banque africaine de développement. Normalement, 13 à 14 millions d'Africains arrivent chaque année sur le marché du travail. Toute l'Afrique. Okay. Il n'y a que 3 ou 4 millions qui trouvent un emploi permanent. Tout le reste, c'est dans l'errance. 10 millions à peu près sont obligés de chercher du travail. Alors, on ne peut pas trouver le travail chez soi. On est obligé d'aller dans la sous-région. On ne peut pas trouver le travail dans la sous-région. On est obligé d'aller dans d'autres régions. On ne peut pas trouver, on sort d'Afrique. Mais la réalité africaine aussi qu'il faut savoir, c'est que sur les 40 millions d'Africains qui se déplacent, plus de 60% se déplacent en Afrique. Très bien. Et contrairement à l'idée reçue que en fait, les Africains ils cherchent peut-être leur salut vers exactement. Et sur les 300 millions de migrants dans le monde, l'Afrique ne constitue que 10%. Même moins de 10%. Mais pourquoi tout ce tintement maintenant autour de l'Afrique et de ces populations qui bougent? Oui, mais c'est parce que... Oui, quelles sont ces logiques qui sous-tendent un peu peut-être... Bon, voilà, d'abord, les Africains ne communiquent pas beaucoup sur ça. Oui. Parce que nos statistiques internes sont des statistiques qui ne sont pas fiables. Et parce que aussi, le discours sur la migration a toujours été un discours qui est... Le discours dominant en matière de migration a toujours été un discours européen. Un discours occidental. Mesdames et messieurs, vous êtes sur iRadio et ITV. Vous suivez donc l'émission JDD qui reçoit avec plaisir Ibrahima Kane, un expert international sur les questions de migration et les droits des enfants, des droits humains de façon générale. Mais Ibrahima, si peut-être on continue également sur notre trajectoire de perception des migrations, on s'aperçoit peut-être qu'il y a une région qui, jusqu'à une période très récente, était considérée comme une région assez pacifiée, où quand même peut-être les populations pouvaient se déplacer, mais sans susciter de la haine, de l'animosité et même peut-être un peu de l'inhospitalité. C'est la région de l'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qui soudain s'est emparé justement de cette région-là pour peut-être justifier qu'aujourd'hui, un Nigérian est mal perçu en Côte d'Ivoire, un Burkinabé lui-même peut-être est mal vu également à Abidjan, inversement, les Ivoiriens disent que peut-être eux, ils ne se déplacent pas, donc leur pays leur suffit. Les Guinéens qui arrivent au Sénégal également sont suspectés de ceci ou de cela. Bref, on a comme l'impression qu'on est en train de réveiller peut-être le malheur dormant, le mal dormant chez l'humain. Son instinct de conservation, il est en train de le réveiller pour voir en l'autre le problème. Mais vous n'avez même pas besoin d'aller très loin. Oui. Prenez le cas de notre pays, le Sénégal. Aujourd'hui, si vous prenez la population sénégalaise, elle est majoritairement composée de Sénégalais. Il y a peu d'étrangers. Le pourcentage des étrangers est faible. Oui. Et pourtant, aujourd'hui, on a au Parlement sénégalais quelqu'un qui se revendique d'un mouvement hostile aux étrangers. Pour ne pas le nommer, c'est M. Tahirou Sarr. Tahirou Sarr. Oui. Alors, mais si Tahirou Sarr arrive à prospérer jusqu'à se faire, dans ses idées, jusqu'à se faire élire, c'est que les gens ne comprennent pas réellement ce que c'est que la migration au Sénégal et ce que c'est que la migration des Sénégalais à l'étranger. Vous savez, le Sénégal est un pays à la fois de départ, un pays de transit et un pays d'arrivée. Au moment où je vous parle, on n'a aucune statistique sur le nombre de Sénégalais à l'étranger. Du moins, l'État sénégalais n'a aucune statistique sur le nombre de nos concitoyens. Ça, c'est à la fois un problème et une faiblesse, non? C'est une faiblesse. Oui. C'est une faiblesse énorme. Sur les étrangers qu'on a au Sénégal, l'ANSD fait un excellent travail. Okay. Et l'ANSD montre que, en réalité, le nombre d'étrangers au Sénégal, parce que le ratio entre les étrangers et la population locale est tellement faible que c'est insignifiant. Alors que nous tous, nous savons, et les statistiques passées l'ont montré, que 80% des familles sénégalaises, et ça je pense c'est les statistiques de 2000, peut-être plus, que 80% des familles sénégalaises vivaient de subsides qui leur étaient envoyés
par des Sénégalais établis à l'étranger. Autrement dit, elle comptait justement sur des membres de famille qui sont à l'étranger. Voilà. Et sur ce point, je vais vous donner un chiffre qui va peut-être vous surprendre. Absolument. La Gambie, Oui. notre voisin, Oui. est le premier pays africain où se trouvent les Sénégalais, en dehors du Sénégal. OK. Numériquement parlant. Ils font à peu près 100 et quelques, 150 à 200 000. Et tu sais combien les Sénégalais établis en Gambie envoient annuellement au Sénégal? Oui. Près de 600 millions de dollars. Ça, ce sont des chiffres de la Banque mondiale qui montrent un peu les flux. Et c'était tellement intéressant que quand Wave s'est installé en Gambie Oui. et au Sénégal, Le flux a... Wave avait établi un système où les Sénégalais on pouvait envoyer de l'argent au Sénégal. Ils ont été obligés d'arrêter parce que la Gambie ne pouvait plus, la Banque centrale gambienne ne pouvait plus supporter ces transactions-là parce que chaque fois qu'on transfère, en réalité, la Banque centrale gambienne est obligée d'utiliser des devises étrangères. Donc, les Sénégalais doivent faire très attention quand ils parlent de ces problèmes-là. Autrement dit, cette question, elle est très délicate. Elle est très délicate. Il faut la manier avec également beaucoup de délicatesse. précautions. Et de Mais il précaution. s'y ajoute que ceux qui viennent ici au Sénégal, d'après les statistiques, c'est les Guinéens, c'est les Maliens, c'est les Mauritaniens, c'est les Gambiens, c'est les Bissau-Guinéens et autres. La grande majorité, la quasi-majorité des étrangers, en tout cas des migrants que l'on trouve au Sénégal, c'est nos voisins. Nous avons vécu des millénaires ensemble. Pour les Maliens, aujourd'hui, si l'économie sénégalaise fonctionne un peu en grande partie, c'est grâce au Mali. 80% de l'activité économique sénégalaise se fait avec le Mali. Le port de Dakar, qu'on célébrait même hier à la télévision sénégalaise, où on a fait le bilan. La ministre malienne du Commerce était venue ici. Ce n'est pas pour rien, parce que si le port de Dakar existe, c'est grâce au Mali. Donc, on ne peut pas stigmatiser les Maliens, sachant que le Sénégal existe en partie grâce au Mali. Donc, nos dirigeants, nos concitoyens qui commencent à parler du Peul et du truc doivent faire très, très, très attention. Mais la difficulté est ailleurs. La difficulté est que si tout cela prospère, c'est parce qu'on n'a pas de politique nationale de migration au Sénégal. Ce pays-là, jusqu'au moment où je vous parle, n'a pas une politique qui a été acceptée par les autorités pour dire, voilà en matière, parce que c'est une politique publique, la migration, voilà en matière de migration, la politique publique que l'État propose. Et ça, c'est tous les gouvernements qui se sont succédés dans ce pays-là. Alors, on ne peut pas jeter le truc aux derniers qui sont actuellement au pouvoir. Non, ces données que vous révélez là sont assez utiles quand même, ne serait-ce que pour plus de discernement dans l'analyse justement de ces phénomènes-là. Mais maintenant, Ibrahim, il y a un aspect quand même qui peut-être aussi mérite d'être pris en compte. C'est ces pays qui émettent justement ces citoyens qui prennent les routes, les chemins les plus sinueux pour peut-être arriver au Sénégal. Souvent également, ces populations sont victimes justement de l'instabilité dans ces pays-là. Pour ne pas les nommer, c'est le Niger, c'est le Burkina Faso, c'est le Mali, où on voit peut-être arriver des corps justement de ces ressortissants-là. Est-ce que s'il y avait des facteurs de stabilité dans leur propre pays d'origine, on aurait enregistré autant de gens sur les routes vers le Sénégal ou vers d'autres destinations, j'en sais rien? Bon, l'instabilité elle-même explique parfois des mouvements. Parce que quand on est désespéré, vous voyez par exemple la région de Caille, quand la région de Caille a été attaquée par les groupes djihadistes, il y a eu des mouvements de population. Clairement. Ça, c'est tout à fait naturel. Et je pense que le gouverneur, ou le préfet du département de Bakel, ou alors le gouverneur, avait ouvert quand même les frontières pour essayer... Tout à fait, mais parce que le Sénégal a signé des engagements. On a une convention de l'OUA sur les réfugiés que nous avvous acceptée. Vous savez, notre pays est tellement engagé sur ces questions que dans sa constitution, elle a dit j'accepte d'abandonner une part de ma souveraineté pour tout ce qui concerne l'intégration africaine. Très bien, c'est clair. Les Africains, ils sont les bienvenus au Sénégal, comme les Sénégalais sont les bienvenus en Afrique. Donc, de ce point de vue-là, théoriquement, il n'y a pas de difficulté. Mais maintenant, quel est le message qu'il faut envoyer à ces chefs d'État de ces pays où peut-être l'instabilité presque elle est chronique. Et donc les populations aussi se déplacent parce qu'elles ont envie de survivre. Mais c'est les aider
à stabiliser leur pays. C'est travailler à ce que comment dirais-je encore, on intègre nos économies. Parce que si il y avait une forte intégration, on n'aurait peut-être pas eu ces problèmes. Regardez, par exemple, en Europe. Aujourd'hui, en Europe, les économies sont tellement intégrées les unes aux autres que finalement, personne n'ose partir. Les Anglais en ont pris une bonne leçon récemment. Donc, ça, c'est l'importance de travailler pour renforcer des institutions comme la CEDEAO, c'est cela. La CEDEAO, sur les questions de migration, mais elle a été pionnière. C'est elle qui a tout. Si aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest est la région la plus intégrée, j'avais même oublié de vous dire qu'en Afrique, c'est l'Afrique de l'Ouest qui, en matière d'intégration, est la plus... 90% des Ouest-Africains qui se déplacent à l'intérieur de leur région. Mais ça, c'est grâce au travail que la CEDEAO a fait. Par exemple, on a même une citoyenneté CEDEAO. Ma carte d'identité me permet, si je vais en Côte d'Ivoire, si je vais au Nigeria ou au Ghana, je n'ai pas besoin de carte de séjour. Je peux travailler, je peux faire n'importe quelle activité au Ghana, sauf un emploi public. Donc, mais ça, c'est des efforts que les communautés économiques régionales doivent faire. Je veux également qu'on aborde un aspect qui est très sensible. C'est vrai que l'Université de Dakar, en ce moment, est agitée justement par une fronde sociale, partie peut-être du retard du paiement des bourses et peut-être aussi au niveau du centre des œuvres universitaires. Mais Ibrahim, dans cette mobilité permanente des Africains, il y a une composante estudiantine. C'est-à-dire des gens qui sont instables également parce qu'il n'y a pas d'école, ou les écoles sont fermées, des instituts peut-être ne sont pas au mieux de leur forme. Les enfants qui devraient aller également à l'école ou être inscrits justement dans les écoles, dans les petites sections, ne le peuvent plus. On évacue cette question simplement pour ne voir que la massification des populations qui se déplacent. Mais on ne regarde pas de très près l'avenir qui est presque en pointillé de ces jeunes qui ont 5 ans, 6 ans, 7 ans sur le dos de leur propre maman ou bien sur les épaules de leur papa et qui migrent aussi. Donc il y a non seulement une rupture, mais en même temps c'est un potentiel qui est représentatif du danger de demain. Dès lors que peut-être ces enfants ou bien ces jeunes garçons qui devaient aller à l'université ne le sont pas, que ces enfants également ne sont pas inscrits à l'école primaire, ne serait-ce que pour peut-être avoir les rudiments. Donc, dans votre projection, dans votre capacité d'analyse du futur, ces scénarios-là sont également des scénarios qui menacent un peu la stabilité de façon générale. Alors, vous faites bien d'évoquer la question de la migration des étudiants, parce que c'est une question qui est peu abordée en Afrique. Okay. Et c'est une question pour moi qui est essentielle, qui est centrale pour le futur de l'Afrique. Je vais vous dire pourquoi. Si vous prenez le cas du Sénégal, on a eu la chance, je peux appeler ça une chance, avec la fermeture des pays européens qui refusent maintenant d'accueillir les étudiants africains, surtout francophones. Dakar et Abidjan sont pratiquement devenus le hub pour les autres étudiants francophones. Des pôles de destination peut-être depuis Djibouti, les Comores, la RDC, mais jusqu'à Madagascar. Vous avez des étudiants ici au Sénégal. Le président des Comores, une fois, a déclaré ici à la télévision sénégalaise qu'il remerciait le Sénégal d'avoir accepté d'accueillir 4000 étudiants comoriens qui sont venus étudier ici au Sénégal. Au moment où je vous parle, personne n'a de chiffres sur le nombre d'étudiants étrangers au Sénégal. Au Sénégal, venus poursuivre les études. Pour moi, ça, c'est bon toujours d'avoir des chiffres parce que en ayant des statistiques, on peut mieux organiser le séjour, on peut mieux faciliter l'intégration, bien que je n'aime pas ce mot, de ces étrangers-là au Sénégal dans le cursus. Seules les universités publiques nous produisent quelques chiffres sur les composantes étrangères de leur population. Mais en dehors de ça, beaucoup d'écoles d'universités privées du Sénégal sont au nombre de 300, 297 exactement, recrutent beaucoup d'étrangers. Pour moi, ça c'est la chance du Sénégal et de l'Afrique. Pourquoi? Parce que ces étudiants-là, ils viennent chercher le savoir ici, on leur donne le savoir, ils vivent au Sénégal, ils connaissent le Sénégal. S'ils retournent chez eux, ils deviennent les meilleurs ambassadeurs du Sénégal dans leur pays. Tout à fait. Ils contribuent à l'intégration africaine.
Mieux, quand ils viennent ici au Sénégal, on ne mesure pas leur impact économique au Sénégal. Ils louent des chambres, ils mangent ici tous les jours ils ont des bourses de leur pays. Des bourses de leur pays. Oui, ou des ils organisations. participent à l'économie du pays. Regardez Dakar, comment Dakar, toi et moi nous le savons, comment Dakar a même changé dans sa nourriture. Aujourd'hui, à chaque bout de rue, vous avez de la tchéké, vous avez de la banane plantain. Il y a 20 ans. Il y a une offre donc, mais il y a une demande aussi. Oui, on n'avait pas tout ça. Non, on n'avait pas tout et ça. Et ça montre que Dakar a gagné en diversité. Dakar s'est enrichi humainement. Dakar s'enrichit culturellement. Et ça, c'est les jeunes-là qui viennent chez nous qui nous l'apportent. Troisième élément, ces jeunes-là, pour la plupart, peut-être 10 à 15%, restent travailler au Sénégal. Ils apportent leurs connaissances, ils contribuent au développement technologique et autres du Sénégal. Prenez beaucoup de secteurs d'activité ici au Sénégal, vous verrez qu'il y a ces jeunes-là qui contribuent. Ils viennent se parfaire et quand ils retournent chez eux, ils établissent même des ponts économiques et tout avec le Sénégal. Et donc, je pense que nos dirigeants gagneraient à mieux étudier ce secteur-là, à mieux organiser ce secteur, à faire en sorte que ces gens-là soient vraiment bien traités au Sénégal pour qu'ils soient les ambassadeurs du Sénégal. Okay, je termine en disant que mieux on le fera, plus on assurera leur sécurité. Parce qu'il y a eu ces derniers temps 2 ou 3 cas vraiment horribles de jeunes qui ont perdu la vie, qui ont été attaqués par des bandits. Et je me souviens de cette famille congolaise qui était venue récupérer le corps de leur fille. Oui, qui a été tuée à la Padoua. Voilà. Oui, tout à fait, je me souviens bien de ce cas. Les propos du père, pour moi, m'ont ému. Le père a dit, je sais que ça, c'est la volonté divine. Ma fille aimait tellement le Sénégal qu'elle voulait y rester. Elle a perdu la vie, ça c'est peut-être une œuvre divine, mais je sais que ce pays-là l'a bien accueilli et ce pays l'a bien traité. Donc ça, cet aspect-là, on doit mieux l'analyser, on doit mieux l'organiser. Et c'est pourquoi, encore une fois, on a besoin d'une politique nationale de migration. Ah mais très bien, justement, sur ces politiques-là, qu'est-ce qui manque? Est-ce que peut-être il y a aussi une volonté des États d'abord d'ouvrir les espaces de façon tout à fait normée, mais mieux d'organiser aussi peut-être des lieux de réception de ces jeunes étudiants qui arrivent au Sénégal, comme vous le dites. Est-ce qu'il y a d'abord des capacités peut-être d'accueil, mais en même temps aussi, est-ce qu'il y a des capacités d'hébergement de ces étudiants-là qui arrivent et qui peut-être se projettent une fois arrivés au Sénégal? Il y a tout. Parce qu'une politique nationale de migration, c'est aussi une politique nationale d'accueil. Vous savez, la loi sur l'entrée et le séjour des Sénégalais date de 1971. La loi actuelle qu'on applique date de 1971 et 2026. Quand même, ça fait à peu près plus de 55 ans. Plus de 55 ans, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. On doit complètement changer cette politique. Ça, c'est un. La deuxième chose, c'est que quand on met en place une politique, ce n'est pas seulement les conditions d'entrée, mais c'est aussi comment nous gérons la situation de nos concitoyens à l'étranger. Comment le pays s'organise. Parce que si vous prenez le cas de ce qu'on appelle notre diaspora, les gens voient dans la diaspora simplement une manne d'argent, alors que dans la diaspora sénégalaise, vous trouvez des députés, vous trouvez des conseillers municipaux, vous trouvez beaucoup de personnes qui travaillent dans des secteurs d'activité de pointe qui auraient pu apporter une contribution. Mais il faut une politique nationale pour au moins donner un mandat à nos diplomates de les identifier, à nos diplomates de les organiser et à nos diplomates d'établir des ponts entre eux et leur pays. Et une politique de migration gère aussi la manière dont l'État s'organise pour faciliter le départ des Sénégalais. Tu as un pays comme le Sénégal qui a à peu près entre 250 000 et 300 000 emplois, jeunes qui arrivent chaque année sur le marché de l'emploi. Le pays a tout cassé, peut-être ne peut employer que 20 000. Mais qu'est-ce que tu fais des 250 000 tout à fait. Si on avait une politique nationale,
on aurait pu prendre le parti de dire, nous, on travaille pour qu'un certain nombre de Sénégalais émigrent chaque année. Migration Vers des circulaire, autre chose. Oui, d'ailleurs, Il y a des pays comme les Philippines qui ont des politiques nationales qui organisent et qui gèrent la migration de leurs concitoyens, lettrés ou pas, à l'étranger, mais qui se fait grâce à une politique nationale. Mais si on n'a pas ces éléments-là d'action, ces éléments de stratégie, comment voulez-vous que le pays gère ces questions-là et ces questions qui peuvent avoir un impact extraordinaire sur le développement de ce pays-là. D'ailleurs, comme vous voyagez devant l'éternel, vous, Ibrahima, récemment, il y a eu peut-être toute une série d'interrogations sur peut-être une filière guinéenne des enseignants du supérieur. Et certains se sont émus un peu peut-être de cette saignée. D'autres ont dit pourquoi la Guinée attire peut-être les enseignants sénégalais. Enfin bref, de tout ça, moi j'en déduis simplement peut-être qu'il n'y a pas une organisation des savoirs. Ne serait-ce que pour permettre sans doute qu'il y ait un flux permanent entre Guinéens et Sénégalais, mais peut-être au-delà même dans l'espace justement que nous partageons ensemble, pour voir simplement comment peut-être un Sénégalais ou bien un Nigérien peuvent être, n'est-ce pas, des réponses à des équations qui se posent dans d'autres aires géographiques. Dans la sous-région. Dans la sous-région, par exemple. Et en envoyant nos enseignants dans ces pays, oui. en leur permettant d'aller former d'autres, mais on crée des liens avec ces pays-là. On renforce. Par le passé, il y avait, mais c'était organisé par exemple par la francophonie. C'était organisé par d'autres mécanismes. Alors que, et qui obéissaient à d'autres logiques, certainement. D'autres logiques, alors qu'on a une CEDEAO, on a l'UEMOA, on a des organismes aujourd'hui qui existent dans notre sous-région que nous gérons, mais qui auraient pu mieux organiser cela. Vous parlez des enseignants, mais j'aurais pu penser aux étudiants. Créer un Erasmus au niveau de... Erasmus, c'est un système qui existe en Europe où les étudiants vont... Avec des bourses, pays à un autre, avec des bourses de l'Union européenne, vont étudier d'un pays à l'autre. Pourquoi ne pas créer ça? On est dans une logique d'intégration. Mais l'intégration, quand on la vit au jeune âge, mais on la vit tout le reste de sa vie. Oui, parfaitement. Tu vois, et on renforce cela. Et donc, on a entre nos mains des outils qui nous permettraient de renforcer les relations entre nos pays. Et c'est ça un des objectifs aussi d'une politique nationale de migration que nous n'avons pas encore. Donc, il faut que pour que nos pays-là avancent, et ça, l'Union africaine, depuis 2006, a demandé, dans le cadre de politique de migration continentale, a demandé à tous les pays d'adopter des politiques nationales et a fixé même un canevas pour que les États peuvent utiliser pour adopter des politiques nationales. En Afrique de l'Ouest, sur les 15 États de la CEDEAO, parce que moi je continue à penser CEDEAO, les 15 États des États de la CEDEAO, il n'y a pas 6 qui avaient une politique nationale de migration. Et à quoi vous l'imputez Mais je l'impute au problème comment dirais-je, de vision, par exemple, ou bien, pas seulement de vision, mais de management de nos dirigeants. Ici au Sénégal, par exemple, depuis 7 à 8 ans, on a un draft de politique qui a été géré pendant un premier temps par le ministère des Finances. Bon, imaginez, la migration, ce n'est pas le ministère des Finances qui doit la gérer. La migration, elle dépend de plusieurs ministères. Donc ça doit être interministériel. Le ministère des Affaires étrangères a voulu gérer parce qu'on a un secrétariat d'État qui s'occupe des Sénégalais de l'étranger, mais Sénégalais de l'étranger, c'est juste un petit pas des questions de migration. Ils ne s'occupent pas des migrants ici au Sénégal. Donc, jusqu'à présent, on n'a pas un lieu exact, clair, de localisation de cette question de la migration dans l'architecture administrative. Et quelle est la conséquence? C'est que les étrangers, comme par exemple l'Union européenne, qui sait ce qu'elle veut, qui veut gérer les questions de migration irrégulière, arrive, vient, je ne dirais pas nous impose, mais nous influence dans l'adoption de mesures qui, comparées à nos intérêts, comparées à nos agendas, sont contradictoires. Je me souviens, on avait même créé un comité de lutte contre la migration clandestine.
Alors que la migration clandestine, c'est un concept européen, mais juridiquement, ça ne veut rien dire. Il n'est pas opérant en Afrique. Oui, migration irrégulière, oui, mais migration clandestine. On a même été obligé d'interpeller les gens des ministères et finalement, ils ont changé le nom de migration clandestine en migration irrégulière. C'est vous dire l'impact parfois que d'autres régions du monde ont sur nos actions lorsqu'on n'a pas de politique claire en matière de migration. Alors, cette absence de politique claire avait conduit sans doute un industriel, un magnat de la finance sous-régionale, notamment Aliko Dangote, à aller en Inde, recruter 16 000 ouvriers qualifiés, techniciens supérieurs et peut-être même ingénieurs, pour venir peut-être on peut faire fonctionner justement sa raffinerie de pétrole. Ça avait ému un peu en se disant mais pourquoi Dangote n'a pas inscrit dans la durée son projet de façon à ce que peut-être toutes les universités africaines ou bien toutes les écoles polytechniques africaines se concertent pour voir maintenant comment on peut satisfaire la demande de Aliko Dangote plutôt justement que de faire un appel d'air des Indiens qui vont venir. 16 000 Indiens quand ils arrivent, ils ne sont pas que 16 000 Indiens. Ils peuvent faire venir également d'autres qui viendraient dans la même foulée pour offrir justement des restaurants, pour offrir peut-être de l'habillement, pour offrir peut-être d'autres opportunités qui sont liées à cette masse critique d'Indiens présents sur notre sol. Mais ce que vous dites là, c'est toute la déconnexion entre ce que nos États font, et ce que nos industries font, ce que nos universités offrent et autres. Parce que vous parlez Chacun trouve une réponse à sa préoccupation. Mais il n'y a pas de cohérence. Vous posez un problème ici qui est un problème très sérieux. Vous êtes allé jusqu'au Nigeria, mais restez au Sénégal. Merci. Restez au Sénégal. Si on vient de mettre en place un New Deal en matière de technologie. Quand vous lisez le document de New Deal en matière de technologie, le Sénégal a besoin de 100 000 emplois dans le domaine de la technologie. Où est-ce qu'on va trouver ces 100 000 emplois? Quelle université sénégalaise peut générer des emplois dans ces domaines-là? En tout et pour tout, au Sénégal, on n'a pas plus, tout secteur confondu, on n'a pas plus de 700 ingénieurs par an. Donc il y a un gap. Il y a un gap. Maintenant, le comment manque de cohérence politique, c'est de chercher ensemble des solutions sous-régionales. Or, ces solutions sous-régionales doivent venir nécessairement par les organisations sous-régionales. La CEDEAO, l'UEMOA. La CEDEAO a créé un cadre. Mais maintenant, du cadre jusqu'à la mise en œuvre par les pays des politiques préconisées par la CEDEAO, le problème devient un problème étatique. Ce sont nos États qui sont dans l'incapacité, ou en tout cas qui manquent de volonté d'agir pour nous trouver des solutions. Et au fond, quand vous regardez toutes ces questions-là, ça veut dire que nos pays-là sont dans cette situation aujourd'hui parce que les dirigeants nous ont menés dans cette direction-là. Parce que si on avait développé des ISEG un peu partout dans nos pays, si on avait fait en sorte que nos pays se préparent mieux leur entrée dans ces secteurs-là de technologie, le pétrole et autres, on aurait pu trouver. Depuis quand le Nigeria exploite du pétrole? Depuis les années 60. Tout à fait. Et jusqu'à présent, les universités nigérianes ont été incapables de produire au Nigeria parce que la raffinerie n'a jamais été un axe de politique du Nigeria. Les dirigeants nigérians préféraient exporter leur pétrole brut, aller acheter le pétrole qui est raffiné parce que ça permettait des transactions, de la corruption et autres. Voilà les problèmes de management que nous avons dans nos pays qui auraient pu être réglés par une meilleure organisation et de la formation et de la circulation des cerveaux dans Maintenant, est-ce qu'il ne faut pas aider les chefs d'entreprise? Parce qu'on a cité le cas de Dangote, peut-être que dans d'autres secteurs d'activité également, il y a ces mêmes préoccupations qui peuvent peut-être s'inspirer du modèle un peu d'Aliko Dangote. Est-ce qu'il n'y a pas maintenant cette façon de faire qui permettrait peut-être à des hauts profils comme vous d'organiser peut-être des approches devant nécessiter peut-être de rencontrer des chefs d'entreprise en dehors peut-être des décideurs politiques, ne serait-ce que pour peut-être que leur vision s'élargisse? Mais Mamadou, si j'ai beaucoup insisté dans cette émission sur la question des politiques nationales, clair. C'est en partie à cause de ça. Parce que l'élaboration d'une politique nationale,
c'est la participation de tout le monde à l'élaboration de cette politique. Exclusive. Les milieux d'affaires Oui. ont une place, ils sont importants dans cette recherche de solutions. Quand les milieux d'affaires viendront et te diront, nous, dans 10 ans, on a besoin d'emplois. Mais c'est à nos États de s'organiser, même s'ils ne peuvent pas obtenir ce nombre-là au niveau national, de faire des appels. Vous savez, un pays comme un petit pays comme le Rwanda, il a créé un mécanisme grâce à son document de politique nationale où chaque année, ils ont un site internet qui inscrit toutes les demandes d'emploi dans le pays. D'accord. Donc physiquement, on a une idée. On a une idée, même mensuelle, de ce dont le pays a besoin en termes de ressources humaines. Okay. Maintenant, les universités s'organisent, mais les étrangers qui veulent venir travailler au Rwanda s'organisent et vont maintenant suivre les procédures normales pour venir chercher du boulot dans le pays. Mais ici au Sénégal, qu'est-ce que vous avez? On a même une distinction entre les migrants. Les migrants africains, on les appelle des migrants. Les Européens, on les appelle des expats. C'est tous des migrants. Oui. Quand ce qu'on appelle expats viennent ici au Sénégal, il n'y a aucun système de contrôle. Ça, c'est le manque de politique nationale. Tout à fait. Quand les migrants africains viennent ici au Sénégal, il n'y a aucun système de contrôle. Alors, comment voulez-vous qu'on organise de manière rationnelle, de manière efficace, de manière efficiente, parce que c'est toujours dans l'intérêt de l'économie d'un pays, comment voulez-vous qu'on organise l'entrée et le séjour de ces ressources humaines-là dont le pays a besoin si on ne met pas en place un cadre efficace? Tout à fait. Ibrahima Kane, juriste et expert international des questions de migration, et donc l'invité du JDD de ce 15 février 2026. Ibrahima, restons un peu sur cette logique de pensée, parce que quand même elle est assez cohérente de la façon dont vous percevez les choses. Mais qu'est-ce qui bloque au niveau des décideurs pour que quand même cette question-là, elle soit d'abord, comment on appelle ça, envahissante dans leurs propres préoccupations, pour qu'on sente quand même, au lieu d'aller chercher justement une solution extra-africaine, mieux vaudrait peut-être envisager des perspectives africaines, ne serait-ce qu'à une échelle, pour revenir à l'Union africaine. Elle peut définir des politiques, engager les chefs d'État peut-être à s'approprier ces politiques-là, si d'aventure ces politiques existent, et en même temps permettre peut-être que les chefs d'État, par affinité ou bien par zone géographique de proximité, arrivent maintenant à traduire concrètement, disons, ces consignes émises justement par l'Union africaine, l'organisation fêtière. C'est beaucoup de choses, mais pour faire court, oui. Je dirais c'est l'approche politicienne de ces questions-là. L'approche politicienne. Politicienne de ces questions. Qui bloque. Qui bloque. D'accord. Maintenant, il faut quoi? Une approche politique. Il faut une approche politique et une approche qui est basée sur la défense des intérêts du pays. Tout à fait. Qui est basée sur la défense des intérêts de l'Afrique. Qui est basée sur un agenda qu'on a accepté. L'agenda 2063, une Afrique intégrée, unie, et une Afrique qui veut jouer un rôle important dans les relations internationales. Donc, ce sont nos États qui doivent jouer leur rôle et qui ne le jouent pas. Et de ce point de vue-là, je veux dire que nos États ne jouent pas leur rôle parce qu'ils ne mettent pas en place des politiques, mais nos États ne jouent pas leur rôle parce qu'ils n'existent pas dans nos pays, ou même quand ces structures-là existent, elles sont tellement peu financées qu'elles n'arrivent pas à vraiment jouer un rôle efficient dans le pays. Prenez par exemple, sur ces questions de migration, la recherche est fondamentale. Oui. La production de statistiques est fondamentale. Mais qu'est-ce que les États font là-dessus? Je ne vois pas. Je ne vois pas ce que nos États font là-dessus parce que, les centres de recherche qui existent ici au Sénégal, s'ils ne sont pas financés de l'extérieur, ils ne reçoivent pas de subsides au niveau de l'État. Cette année est la première année au Sénégal où, dans le budget du ministère de l'Enseignement supérieur, on a eu un montant de 8 milliards destiné à la recherche. Et imaginez 8 milliards pour 6 universités pour la recherche. Qu'est-ce que le secteur de migration va avoir? Absolument rien. Oui, ça, c'est la... Et si on ne fait pas de recherche, si on n'essaie pas de comprendre les ressorts, on n'essaie pas de savoir les secteurs porteurs, les secteurs où il y a problème, comment voulez-vous que la recherche elle-même
puisse influencer les politiques. Ça, c'est un. Deuxièmement, les statistiques sont fondamentales pour la préparation des stratégies étatiques. L'ANSD, je dois avouer, fait énormément d'efforts dans ce domaine-là. Depuis quelques années, elle produit même ce qu'elle appelle un profil migratoire du Sénégal. C'était tous les 2 ans, mais maintenant, peut-être par manque de financement, elle n'arrive pas à le faire. Mais le dernier recensement lui a permis quand même de donner un aperçu sur la migration au Sénégal. Okay. Aussi bien la migration interne que la migration des étrangers. Oui, Et troisième point important, c'est l'effort que nos États doivent faire pour transposer au niveau national les mesures qui ont été décidées au niveau international, au niveau régional. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est en 2006 que l'Union africaine a décidé d'un cadre de politique nationale. En 2016, le rapport a été publié en 2018. Ce cadre a été révisé pour s'adapter aux situations nouvelles que pose la migration. Par exemple, la migration africaine, tout le monde pense qu'après l'Afrique, les Africains se rendent en Europe. C'est faux. Aujourd'hui, ils vont en Asie. Tout à fait. C'est une erreur Donc, d'appréciation, il y a énormément de choses qui peuvent changer d'une période à une autre. Et tout ça doit être pris en compte de façon conséquente par nos dirigeants. Mais si on n'a pas tout ça, comment voulez-vous que nos concitoyens se sentent en situation de sécurité à l'étranger? Et parfois même, et on ne l'a pas abordé, je pense que c'est le lieu, parce que une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de migration irrégulière, c'est que parfois il y a énormément de refus de visa. Dans nos pays, aujourd'hui, les statistiques qu'on a concernant les demandes de visa ici au Sénégal, plus de 60% des visas sont refusés quand les gens en font la demande. Donc, et parfois, on n'a même pas d'explication rationnelle sur le refus de demande de visa. Comment peut-on refuser à un universitaire, ou bien donner 3 jours à un universitaire qui doit aller participer à une soutenance de thèse dans un pays européen? Oui, c'est insupportable. C'est insupportable. C'est insupportable. Et donc, que font nos États par rapport à ces questions-là? Oui, c'est quand même... Et demain, ce sont ces mêmes États qui vont, avec la collaboration des autres, mettre en place des drones, des trucs, pour essayer d'arrêter des pirogues. Oui. Mais c'est peine perdue. C'est peine perdue. Et surtout encore que la recherche justement sur ces drones, elle est très en retard en Afrique. Mais on va accélérer un peu parce que peut-être le temps qui nous est imparti commence à filer. Selon vous, quelles sont les forces qui peuvent impulser maintenant cette dynamique de transformation? Est-ce que vous avez identifié des secteurs clés, en tout cas qui, selon vous, constituent quand même vraiment des vecteurs de transformation du continent africain? Est-ce que c'est les universitaires? Est-ce que c'est les chefs d'entreprise? Est-ce que c'est peut-être la jeunesse? Parce que, voilà, j'ouvre une parenthèse là, la jeunesse kenyane, à un moment donné, quand elle a vu que peut-être les jeunes mouraient beaucoup en Ouganda et au Kenya et en Tanzanie du fait des enjeux électoraux, les jeunes Kenyans ont dit, mais on va aller aider, n'est-ce pas, ces jeunes-là. Il n'y a pas de raison que peut-être les politiques tuent comme ça les jeunes, simplement parce que peut-être pour des questions de suffrage ou peut-être de proclamation de résultats. Donc, selon vous, quelles sont les forces vectorielles? Alors, il y a d'abord la jeunesse de la population. Oui, sûrement, oui. Ça, cette jeunesse. Mais la jeunesse de la population, ce n'est pas seulement par ces mouvements de soutien que vous venez de décrire. C'est que de tous les continents, l'Afrique est la seule qui n'a pas encore fait sa transition démographique. Et cette transition, c'est-à-dire, jusqu'à présent, le nombre de naissances va aller se développer de manière exponentielle. Et on n'est pas arrivé à un moment où il y aura un déclin vers des populations plus âgées. Donc ça, c'est une chance donc pour l'Afrique. Mais c'est énorme. C'est énorme, oui. Énorme, une chance pour l'Afrique. En 2100, d'après les statistiques des Nations Unies, il y aura plus d'Africains que dans le reste du monde. On sera plus que les Chinois, plus que les Indiens et autres. Et la jeunesse africaine sera la plus importante, en ce sens que 65% de la population africaine sera jeune. Mais Ibrahim, si elle n'est pas allée à l'école, si elle n'est pas qualifiée, si elle n'est pas performante, si elle n'est pas peut-être ouverte au monde, cette jeunesse-là, ok, elle constitue une vitalité démographique, mais elle constitue également une charge économique. C'est là où vous voulez en venir. C'est là où je voulais en venir. Oui, bon, pour que cette jeunesse-là puisse jouer un rôle important
aussi bien dans les relations internationales et autres. Par exemple, le continent qui nous est le plus proche, c'est l'Europe. L'Europe est vieillissante. Vous avez vu récemment les mesures prises par des pays comme l'Espagne, comme l'Italie, Oui, pour intégrer. Et ça va aller crescendo. N'est-ce pas? Ça va aller crescendo. Oui. Mais il nous faut, pour qu'on puisse jouer un rôle important dans ce domaine-là, que l'on ait plus d'éducation, que l'on travaille beaucoup sur la santé de nos populations et qu'on s'organise mieux pour gérer les mouvements de population. En un mot, qu'on soit stratège. Totalement à une échelle panafricaine. Une échelle panafricaine, une échelle aussi sous-régionale. Parce que les dynamiques de migration dépendent d'une région à une autre. Prenez l'Afrique du Nord. Toute l'Afrique du Nord est tournée vers l'Europe. Oui. Mais l'Afrique de l'Ouest, elle n'est pas seulement tournée vers l'Europe, elle est tournée vers l'Amérique, elle est tournée vers le Moyen-Orient. Oui, et on peut prendre, chaque région a ses propres réalités. Par exemple, l'Afrique australe, c'est l'Afrique du Sud qui aspire le reste de la région. Donc, toutes ces dynamiques-là doivent être construites, doivent être gérées par les organisations sous-régionales, mais aussi par l'Union africaine qui doit donner le là. Ça, c'est la première question que moi. La deuxième question, je pense qu'il est important, si on veut que l'intégration africaine soit une réalité, l'unité africaine soit une réalité, qu'on arrive à mieux gérer la diversité dans nos sociétés, à faire en sorte que l'étranger, comme le disait il y a déjà des siècles la charte de Kourougan-Fouga, que l'étranger soit roi chez nous. Chez l'autre. Oui, chez l'autre. Tu vois. Et ça, on doit y travailler quotidiennement. On doit faire en sorte que ces discours xénophobes et autres n'aient pas de droit de cité dans nos pays. Encore moins de prospérer. Voilà. Qu'on doit tout mettre en œuvre pour qu'on détruise dans l'œuf cette tentative-là. Parce que si on arrive à montrer ce que l'étranger nous apporte, on les fera taire très rapidement. Mais rien n'est fait dans ce domaine-là. Le troisième point, et qui est pour moi un point très important, l'Afrique doit davantage aussi, au plan international, se battre pour que ces discours qui nous traitent d'envahisseurs et autres là, que ces discours-là ne prospèrent plus. Et plus on aura des statistiques, plus on pourra vraiment faire taire ces trucs. En Europe, par exemple, dans les grands cercles qui s'intéressent aux questions de migration, ils le disent tous les jours. Ils le disent tous les jours qu'on n'a pas à avoir peur du migrant. On doit plutôt travailler pour que le migrant vienne et pour que le migrant travaille pour la réussite de nos agendas nationaux. Si vous vous souvenez, en 2015, quand la première ministre, la chancelière allemande avait décidé d'accueillir 1 200 000 Angela Merkel, 1 200 000 Iraniens, Irakiens et Syriens, la seule chose qu'elle avait dite, on va y arriver. Parce qu'elle savait que son pays avait besoin de ces ingénieurs irakiens et syriens qui venaient avec leur famille et qui allaient. Regarde, ça a fait prospérer l'économie allemande. L'économie allemande reste encore la première économie européenne. Et donc, ça c'est des exemples que l'on doit utiliser pour montrer que, en réalité, ces discours xénophobes, ces discours anti-immigrants doivent cesser. Doivent cesser. Eh bien, comme le dit Ibrahima, l'Afrique va y arriver un jour. Nous sommes au terme effectivement de ce JDD du 15 février, un numéro extrêmement riche, en la personne donc de notre invité qui est Ibrahima Kane, juriste et expert international des questions de migration, que nous avons le plaisir aussi de retrouver parce que nous le voyons souvent bourlinguer justement dans les grandes organisations, dans les grandes conférences qui se tiennent un peu en Afrique. Et c'est un militant très très pointu justement sur l'ouverture du continent africain, sur le brassage des peuples et pour récuser aussi peut-être la xénophobie qui se cache derrière peut-être les politiques nationales restrictives. À dimanche prochain pour une autre édition de JDD. À la cabine technique, il y avait l'équipe d'Abdoulaye Ndiaye.